donc Émilie Mosnier, je suis praticien hospitalier en Guyane, au centre hospitalier de Cayenne, et je fais également de la recherche, principalement en épidémiologie santé publique. Et je travaille depuis 6 ans en fait sur ce qu'on appelle les CDPS, c'est les centres délocalisés de prévention et de soins. Je vais vous montrer ces 18 centres de santé qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, qui sont attribués à la charge du centre hospitalier de Cayenne, et dans lesquels j'ai mis en place des consultations d'infectiologie délocalisées, pour justement pouvoir prendre en charge les patients en zone isolée, en zone frontalière, sur les thématiques que sont le VIH, les hépatites, mais aussi le paludisme et d'autres maladies en fait, infectieuses. Moi, je connais bien Marseille, parce que j'ai fait mon internat ici, et je travaillais de façon épisodique, notamment au montage du spot à AIDS, Marseille. Et je travaille... Alors, la recherche en Guyane, ouais, quand même, deux, trois petits mots. En Guyane, il y a 3 grosses villes, il y a Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Et en gros, qui sont les acteurs de la recherche sur le VIH en Guyane? Il y a le CIC, c'est un centre d'investigation clinique. Donc c'est un centre qui est localisé à Cayenne, qui est dirigé par le professeur Naché, qui écrit pas mal et qui publie beaucoup autour du VIH en Guyane. Mais il y a d'autres services au sein du centre hospitalier de Cayenne qui travaillons sur le VIH, dont l'unité dont je fais partie, les centres délocalisés de prévention et de soins, mais aussi l'unité de maladies infectieuses, l'hôpital de jour et les services de dermato. Il faut savoir qu'à Cayenne, on a autant de patients qu'à Marseille. Enfin, vous allez voir, on a une forte prévalence de VIH, donc on a énormément de patients, on a des grosses files actives, et des files actives, c'est justement des patients en fait. Et on travaille de façon conjointe avec les acteurs associatifs, alors en termes de recherche avec la Croix-Rouge, et puis avec d'autres partenaires comme le centre hospitalier de Saint-Laurent et l'Institut Pasteur qui fait notamment tout l'aspect virologique. Il y a toute une constellation en fait, d'associations. Globalement, j'y reviendrai rapidement, mais en gros, il y a AIDS, DAC, Entraide, il y a toute une série d'associations. Pour faire un résumé très résumé, en gros, il y a plutôt moins d'associations qu'en métropole, c'est-à-dire qu'ici, il y a un territoire qui est plus vaste, avec plus de patients et notamment une plus grande précarité des gens à prendre en charge. Alors moi, mes domaines de compétences, c'est VIH, PALU, tout ce qui a trait à la santé communautaire, et un petit peu tout ce qui est maladie tropicale émergente, mais c'est plutôt VIH et PALU. Alors, c'est quoi l'état des lieux du VIH en Guyane? En gros, c'est le département le plus touché en France, avec une prévalence qui est de l'ordre de 1,3%. On parle d'épidémie généralisée. Alors, l'OMS dit qu'il y a une épidémie généralisée quand on est au-delà d'1%. Ceci dit, nous, on parle d'épidémie généralisée, mais d'épidémie également concentrée, parce qu'on a en fait une répartition en termes de population cible qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on va avoir jusqu'à 8% de prévalence chez les travailleuses du sexe, 5% dans les centres de rétention. On va avoir des différentiels assez importants. On est dans une zone où on a été un peu précurseur du test and treat. Test and treat, vous m'arrêtez s'il y a des trucs qui ne sont pas très clairs, en Amérique du Sud. Et puis ensuite, il y a le Brésil qui nous a rejoints là, depuis quelques années. Et donc sur les objectifs ONU-SIDA, qui sont les objectifs 90-90-90, on est pas mal, puisqu'on est à 91% de patients sous traitement et 91% en moyenne de patients qui sont virologiquement en fait, indétectables. Notre gros problème, c'est les 85%, les premiers en fait, de pourcentage de patients qui sont encore non diagnostiqués. C'est une problématique qui est celle aussi de la métropole. C'est une problématique qui est quand même assez globale que de trouver en fait, ces patients-là qui s'ignorent. Alors, la Guyane, en gros, alors effectivement, donc, il y a une seule route sur le littoral. Il y a à peu près 250 000 habitants de façon régulière. Enfin, ça c'est les chiffres, on va dire, officiels. Voilà, je cherchais le terme. On a peut-être plus 300, 350 000 habitants.
en comptant les ressortissants qui n'ont pas de titre de séjour. Et donc on a une seule route sur le littoral et donc 3 villes et puis tout le reste du département. Donc là on est à la frontière avec le Brésil, donc sur le fleuve Oyapock, et là à la frontière avec le Suriname, sur le Maroni. On a 18 petits dispensaires de santé là que je vous ai entourés, avec une population en fait qui va être mixte, amérindienne, bushinengue, noir-marron. Il va y avoir des migrants, il va y avoir des créoles. Donc les migrants vont être principalement originaires du Brésil et du Suriname voisin, mais on va avoir aussi des parcours de migration relativement complexes du Venezuela, qui est en crise actuellement, du Pérou, mais également d'Afrique de l'Ouest en cargo, parce que parfois c'est plus simple. Des Syriens aussi, parce que c'est plus simple de rentrer dans le territoire européen via la Guyane. On va avoir des parcours de migration qui peuvent être un peu complexes. Et donc sur ces zones isolées, on a mis en place des consultations délocalisées de prise en charge en infectiologie, parce que pour les patients, se rendre en fait sur les centres hospitaliers, c'est pas si simple. Donc là, je vous ai représenté, donc, quand on est à Camopi, il faut faire une journée de pirogue, puis 3 heures de route pour aller à Cayenne par exemple. Là, à Maripasoula, il faut aller à Cayenne en avion, ou à Saint-Laurent, il faut 2 jours pour descendre le fleuve en saison haute. Et on a en plus des patients sur Maripasoula, on va y revenir, on a pas mal d'orpailleurs illégaux qui mettent parfois 1 à 2 jours de pirogue, ne serait-ce que pour arriver jusqu'au dispensaire de Maripasoula. Donc on est vraiment sur des problématiques géographiques qui sont spécifiques et qui nécessitent d'adapter les prises en charge diagnostiques et thérapeutiques. Alors, la question de la migration et les frontières, on a vu que la Guyane, c'est petit éclat d'Europe au sein de l'Amérique du Sud, donc ça pose la question des frontières et de comment en fait s'organisent un petit peu ces mouvements, ces parcours. Il y a eu 3 grands mouvements migratoires récents, donc la migration haïtienne, donc, qui est principalement économique, donc on a plutôt une migration de niveau socioculturel bas vers la Guyane pour des raisons économiques, politiques également, un petit peu environnementales, avec notamment des gens qui étaient des anciens paysans. On a eu aussi une immigration gay parce que du fait de l'homophobie à Haïti, on a eu une migration récente aussi d'une population gay. Le Brésil du nord-est voisin, qui est précaire, qui est pauvre, qui est dans une situation économique et politique un petit peu difficile, comme vous avez pu le voir là récemment, et le Suriname voisin. Alors la question de la migration, c'est toujours un peu compliqué, surtout en ce moment de parler de migration. Donc la définition, on peut dire que c'est un déplacement d'une personne, d'un groupe de personnes entre pays. Donc là, on parle de migration internationale, ou dans un pays, ou entre 2 lieux. Et notamment, la question se pose en Guyane, puisqu'il y a des gens qui habitent de part et d'autre d'une frontière. Ils habitent dans ce qu'on appelle un bassin, un fleuve en fait. Et on a ce qu'on appelle des migrations pendulaires. Donc les gens, ils vont être dans une logique d'optimisation, c'est-à-dire qu'ils vont prendre d'une rive à l'autre, ils ont toujours vécu comme ça, et ils vont adapter un petit peu leurs arbitrages en fonction des déterminants de chaque pays. Alors, définir les migrants, c'est un peu compliqué, il n'y a pas de définition universelle, mais on peut catégoriser en fonction des migrations économiques, environnementales, politiques, de la durée de résidence temporaire, permanente, intermittente. Les orpailleurs illégaux, en fait, ils ne veulent pas rester vivre sur le territoire guyanais. Eux, ils ont besoin d'argent pour pouvoir repartir. De la circonstance, est-ce que c'est une migration régulière ou clandestine? Et en fait, tous ces déterminants vont jouer sur de la précarité, de la prise de risque, et donc, dans le cadre de la prise en charge du VIH, doivent être prises en compte. Alors, migration et santé, c'est vraiment une approche sur les parcours migratoires. En gros, quand on a des migrants, on s'intéresse d'où ils partent. Donc c'est vrai que quand on part d'Haïti, on a une prévalence élevée du VIH, mais le parcours de migration en lui-même va créer des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des ressources financières, on va être exposé à des facteurs de risque liés à la précarité, liés parfois à des violences, qui peuvent être des facteurs d'exposition de risque. On parle en Guyane pas mal d'effets du saumon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu. En fait, c'est que les gens, souvent dans leur parcours migratoire, ils partent en bonne santé et puis ils reviennent en mauvaise santé. Pourquoi? Parce que c'est principalement des migrations économiques. Donc, c'est des jeunes gens qui partent parce qu'ils ont besoin d'argent et puis qui vont se retrouver sur le territoire en fait en situation difficile, vont prendre des risques et vont repartir malades.
Donc c'est important parce qu'il faut défaire un peu les croyances. C'est pas des gens qui sont malades et qui viennent avec leur maladie envahir. C'est plutôt, et ça on l'a bien vu avec les études parcours et on l'a montré également en Guyane, les gens se contaminent notamment sur le VIH sur le territoire guyanais, dans 45 à 55% des cas. Donc la question de se poser la question des parcours va jouer sur l'épidémiologie du VIH. Alors en Guyane, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la migration pour soins, c'est une minorité des mouvements. C'est-à-dire que souvent, on dit oui, mais les gens, ils viennent en Guyane pour se faire soigner. En fait, pas vraiment. Ils viennent en Guyane plutôt pour des raisons économiques de survie. Ils n'ont pas assez à disposition pour faire vivre leur famille, donc ils viennent en Guyane plutôt pour des raisons économiques. Et en Guyane, on fait un dépistage et ils rentrent à ce moment-là dans la prise en charge de soins. Il y a de grandes disparités de santé et d'accès aux soins selon le statut migratoire. C'est sûr que si on est en statut irrégulier, c'est plus difficile de rentrer dans le parcours de soins. On a un dépistage qui est plus tardif du VIH si on est migrant. Donc ça, c'est compliqué parce que du coup, on va arriver avec une immunosuppression plus sévère au moment du diagnostic, donc plus d'infections opportunistes, donc pas le même pronostic vital. Ça, c'est une chose, mais aussi on va participer à la transmission du virus pendant une durée plus longue. On va avoir plus de ruptures pour soins, mais parce que c'est plus compliqué, qu'on n'a pas l'argent pour prendre le bus, ou alors qu'il y a la police aux frontières qui va arrêter. Enfin, le statut de migrant, notamment en zone irrégulière, va être un indicateur de difficulté, de rupture de suivi dans le soin. On a une législation en France pour l'instant relativement favorable, notamment avec l'AME, qui nous permet de donner des antirétroviraux à des patients en situation irrégulière, mais avec de nombreuses barrières à un accès effectif aux soins. On a, on en parlait tout à l'heure, des barrages autoroutiers qui limitent l'accès. Donc, en fait, ici à Regina, et ici à Irakubo. Donc, en fait, quand on a un patient qu'on suit à Saint-Georges, pour le faire accéder à une prise en charge hospitalière, en fait, on a un barrage à lui faire passer. Donc il faut faire une demande auprès de l'ARS, qui fait une demande auprès de la préfecture, qui renvoie au barrage et qui peut-être va laisser passer le patient en fonction de déterminants qui sont parfois un peu flous. C'est une problématique qui est un peu récurrente en Guyane. Alors la question des frontières, on a vu en Guyane, donc il y a des grandes zones frontières avec le Suriname et avec le Brésil. C'est souvent des zones un petit peu négligées, où les politiques sécuritaires priment souvent sur les programmes sanitaires, puisque souvent en fait le but c'est de bloquer. Ceci dit, et c'est souvent des zones de prévalence élevée de violence, de drogue, de prostitution, avec souvent des comportements défavorables de santé. Donc là il y a les travaux de Marie-Claire qui montrent bien, notamment à la frontière avec le Brésil, qu'on a une grande précarité chez les travailleuses du sexe, qui sont en fait, notamment sur Oyapock, des bases de repli des orpailleurs illégaux. Donc les bases de repli, en gros, ils partent en forêt orpailler, puis ils reviennent sur ces zones-là pour récupérer de la nourriture, du matériel. Ils font un peu la fête, puis ils repartent. Enfin, il y a une espèce de va-et-vient comme ça. Ce qui fait de ces zones-là des zones de grande vulnérabilité. Mais moi, mon présupposé, c'est que ces zones de frontières, ça peut être aussi des zones de refuge, de ressources, de mobilité, voire de refuge. C'est-à-dire que c'est des zones où aussi on peut capter les gens, on peut les dépister, on peut les prendre en charge. Ils partent et ils reviennent. C'est des zones aussi où il y a des réseaux de solidarité entre les personnes. C'est des zones où on peut activer de l'éducation par les pairs. On peut également voir ces zones-là comme des zones, voilà, de ressources en termes de prise en charge. Alors, au niveau des zones isolées, alors là, on a ça c'est l'épidémie de VIH sur les zones urbaines Kourou, Saint-Laurent, Cayenne. En fait, on a une arrivée très tôt du VIH dans les années 80, et sur les zones isolées qu'on voit là, le VIH est arrivé de façon un peu plus retardée. On l'a vu aussi en Afrique, on a vu que en fait, le VIH s'est propagé via les réseaux autoroutiers. En Guyane, c'est un peu pareil, ça a remonté un petit peu via les fleuves, l'arrivée de l'épidémie est un peu retardée. On voit que sur les zones urbaines, l'épidémie est relativement en plateau, ce qui n'est pas le cas dans les zones isolées. On a une épidémie qui est plutôt exponentielle, avec un biais qui est celui qu'on dépiste probablement un peu mieux aussi en zone isolée. Alors du coup, en fait, donc ça c'est des choses qu'on ne savait pas trop avant parce qu'on ne regardait pas trop ce qui se passait en gros en forêt, mais on voit qu'on a des points un petit peu stratégiques, donc on sait qu'on a des fortes prévalences à Cayenne, Saint-Laurent.
la Guyane, c'est quand même une zone effectivement de forte prévalence, mais on voit également qu'à Maripasoula, on a une zone de forte prévalence, à Saint-Georges également, qu'on a une partie du territoire qui est relativement pas touchée ici. Donc c'est intéressant de cartographier un peu l'épidémie, parce qu'on voit que la cartographie est relativement hétérogène et qu'on a peut-être des points un petit peu stratégiques à investir. Alors, la particularité des zones isolées, c'est qu'en Guyane, globalement, on a plutôt une grande précarité. On a 28 ans de retard structurel, enfin, on a plutôt des mauvais indicateurs. On a 4 ans d'espérance de vie en moins que la métropole de façon générale. Mais en zone isolée, c'est encore un peu plus difficile. Et on a en plus l'isolement géographique, des parcours de migration un peu plus complexes et un bas niveau de scolarité. Alors, notamment le bas niveau de scolarité va jouer notamment, et ça on le sait, il y a pas mal d'études qui ont été répétées aussi en Guyane sur la stigmatisation liée au VIH. C'est-à-dire que la stigmatisation va être d'autant plus importante que l'éducation, la prévention est basse. Et en Guyane, on a beaucoup de gens qui pensent que le VIH est transmis par le moustique. On a des bas niveaux de connaissances et de stigmatisation. Alors, en zone isolée, en fait, l'épidémiologie est représentative. Alors, un petit peu de l'activité, c'est-à-dire que sur Maripasoula, on a plus d'un tiers de la file active qui est d'origine brésilienne. Alors, pourtant, on est à la frontière avec le Suriname, mais parce qu'en fait, ici, c'est une grosse zone d'orpaillage illégal, et en fait, les gens vont se drainer en fait sur ce dispensaire-là. Et ici, on a des grosses zones de repli au Suriname. Les Brésiliens n'ont pas besoin de visa pour aller au Suriname, donc il y a un accès, en fait, il y a un accès à la Guyane par ce biais-là. Donc là, c'est un peu une cartographie des parcours, notamment des ressortissants brésiliens dont l'activité est liée à l'orpaillage, qui nous permet aussi, nous, d'adapter les stratégies de prise en charge et notamment de dépistage. Donc, ce qui fait que sur la file active de VIH, quand on la compare des zones isolées versus les zones urbaines, en zone isolée, on a de façon significative plus de Brésiliens et en zone urbaine, on a plus d'Haïtiens. Alors, quand on regarde à l'échelle de l'ensemble de la Guyane sur les données issues des logiciels Domevi, Nadis, on voit qu'on a un retard au dépistage d'autant plus important qu'on est un homme par rapport à une femme. Alors pourquoi ? Parce que les femmes, souvent, via la grossesse, elles ont un accès au dépistage qui est plus systématique. Il y a peut-être une attention aux soins qui a été montrée aussi peut-être plus importante. Elles vont venir aussi amener les enfants. Enfin, il y a des parcours de soins qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis la nationalité brésilienne va encore une fois revenir avec un dépistage qui est beaucoup plus tardif. Ça, c'est les travaux de Piantoni qui a modélisé un petit peu les parcours migratoires des Brésiliens et qui montrent bien qu'en fait, ces personnes-là, elles viennent du nord-est du Brésil. Le Brésil, c'est un pays immense, donc il y a vraiment des grandes différentiels de ressources entre les habitants. Et là, il s'agit plutôt d'habitants qui sont assez pauvres. Et ces parcours, en fait, là, il y a un travail intéressant là, qui vient de sortir, c'est le travail de Gonzalo Bello, c'est un chercheur, un virologue en lien avec les équipes de Guyane, et qui montre bien qu'en fait, comme je vous le disais, il y a une grande proportion des patients qui s'infectent sur le territoire guyanais au détour de leur parcours. Et en fait, la phylogénie du virus montre ça également. C'est-à-dire qu'au Brésil, globalement, on a du virus pandémique B, mais là, en fait, on voit que sur le Maranhão, sur l'Amapá, sur les pays en fait, frontaliers dont sont originaires les Brésiliens, en fait, on a du phénotype plutôt B caribéen, qui est plutôt guyanais, plutôt haïtien. Donc la composante épidémiologie moléculaire, elle vient aussi confirmer un petit peu cet état des lieux qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc pour revenir à nos populations clés, on sait qu'en Guyane, donc les travailleurs du sexe, c'est quand même une population clé. La population HSH est également une population clé dont on ignore encore vraiment, on n'a pas de chiffre très précis sur la prévalence. On a des travaux qui montrent qu'il y a beaucoup de travailleurs aussi du sexe qui ont des comportements à risque. On n'a pas trop de chemsex en Guyane, on a une utilisation de cocaïne qui est très importante, mais pas de catinione par exemple. On a par contre du crack, et le crack en fait va être un surrisque avec des prévalences qui ont été démontrées jusqu'à 15%,
parce que des effets up, parce que de la précarité, parce que du travail, parce que lié à voilà, de l'échange de drogue contre du sexe non protégé, etc. Et peut-être donc avec les données qu'on amène entre les zones isolées, les travaux là, de Mathieu, cette question des orpailleurs illégaux avec une prévalence qui est aussi élevée, qui participe en tout cas à la dynamique, et en tout cas qui a des facteurs un petit peu en tout cas de dépistage tardif qui nous inquiètent et qui participent à l'épidémie. Alors l'autre question un petit peu sur la cartographie qui est intéressante à questionner en Guyane, c'est que sur cette zone-là, on voit qu'il y a du vert, hein, ça c'est le territoire en gros amérindien, là, Wayang-Piteco, Wayana-Teco. Il y a des Amérindiens partout en Guyane, mais là on est sur les zones assez isolées. Et donc jusque-là, jusqu'en 2016, il n'y avait pas de VIH, sauf que depuis en fait, on a des cas en fait à Camopi, en Tekumpata et même à Pidima ici, qui est le village le plus reculé. Donc on a une épidémie en fait qui a gagné les populations amérindiennes. Et ça nous inquiète parce qu'on sait qu'on a des épidémies qui peuvent être fulgurantes, et notamment celles qui ont été décrites au Venezuela chez les Warao, qui peuvent être assez explosives. Donc pour revenir un petit peu sur le plan de l'épidémiologie générale, donc les chiffres ONU-SIDA, on en a parlé, c'est pas mal, mais il faut qu'on s'améliore sur le dépistage. On a vu que c'est quand même pas tout à fait la même chose en Guyane qu'en métropole, avec des populations qui sont assez particulières. Ce qui pose la question d'améliorer les connaissances sur les migrants et les particularités entre guillemets ethniques, de développer l'offre de médiation culturelle. On travaille notamment beaucoup avec des médiateurs culturels, donc avec les associations, notamment avec AIDS, avec DAC, avec des médiateurs issus des communautés amérindiennes, brésiliennes, bushinagé, qui vont être formés et qui vont participer et beaucoup aider au dépistage et à la prise en charge du VIH avec les équipes de soins. La question, c'est de développer aussi des compétences interculturelles et linguistiques des soignants. Comment on fait, comment on apprend en fait à soigner ces populations-là, comment on les prend en charge, comment on est innovant pour aller au-devant d'eux. Comment on fait de la coopération transfrontalière, parce qu'on est quand même sur des zones frontières, avec des États qui sont... L'État du Suriname, qui est quand même... On traite qu'en dessous de 350 CD4 au Suriname, donc je ne vous ai pas dit, mais c'est quand même des situations qui sont un peu difficiles. Et le traitement n'est disponible qu'à Paramaribo, qui est quand même loin, qui n'est pas disponible à la frontière. Au niveau du Brésil, le traitement n'est disponible qu'à Macapá, qui est à 1 heure en saison sèche de 4x4. Donc la question, c'est de développer, en lien avec nos pays frontaliers, des prises en charge, de faire évidemment de l'empowerment des communautés, que les gens nous disent ce qu'ils veulent pour eux-mêmes et comment ce serait le mieux de faire pour développer une prise en charge qui soit adaptée à leurs besoins. Et évidemment faire une forme de plaidoyer pour accéder à une égalité d'accès des services de soins, où que ce soit en Guyane. Alors du coup, tout ça, ça demande une prise en charge globale, médicale, culturelle, sociale. Ça demande une prise en charge avancée. On peut pas se cantonner à être en passif au niveau du système hospitalier, ça ne marche pas. Ça demande un maillage associatif. Et puis, ça demande une approche en termes de territoire. Alors c'est vrai que c'est devenu à la mode et de façon assez justement, on parle beaucoup de Paris sans sida, on parle d'adapter les stratégies au territoire. Et en Guyane particulièrement, c'est vrai que on a ce besoin-là de cartographier, de voir qui est efficace, comment on optimise les ressources. Et puis de se baser sur les initiatives locales. C'est sûr qu'on ne peut pas plaquer des recommandations parisiennes sur la Guyane ou inversement, ça va pas forcément marcher. Alors, un exemple, le projet Takari là, qui a été développé avec AIDS, donc c'est l'association AIDS là, qui est venue s'installer à Maripasoula, où en fait on a développé un accompagnement des personnes qui vivent avec le VIH, avec deux médiateurs communautaires, une offre plus globale de dépistage, et c'est des choses qui marchent bien. Ça nous a permis aussi de mettre en place de la PrEP. Alors nous on fait de la PrEP, c'est pas tout à fait la même PrEP, on fait de la PrEP... On fait beaucoup de PrEP chez les travailleuses du sexe, par exemple, à Maripasoula, beaucoup chez les dominicaines, parce qu'on a beaucoup de travailleuses du sexe dominicaines, en fait, en face, là, en face de Maripasoula. Et ça peut que marcher en lien avec un réseau associatif.
Alors d'autres choses qu'on essaye de faire, on a développé un gros programme qui s'appelle Oiapoque Opération Santé. C'est un gros programme transfrontalier avec le Brésil, où il y a 3 volets. Il y a un volet formation, un volet biomédical et un volet centro de apoyo. Donc le volet formation, en gros, c'est de former des gens et de les accompagner dans des projets en santé sexuelle. Le volet biomédical, ça a été de mettre en place l'éducation thérapeutique aux patients et l'éducation par les pairs avec des médiateurs issus des communautés. Ça nous a permis de mettre en place de la PrEP également, HSH pas mal, côté Brésil, et puis travailleuse du sexe. Et le Centro de Apoyo, c'est un peu type Housing First. À Marseille, vous connaissez Housing First. C'est ce principe en fait de, à des moments où vous avez des populations très très précaires, il faut déjà les loger, voir quel est le projet de chaque personne pour pouvoir permettre un traitement, permettre d'avancer un petit peu dans son projet de vie. Et donc, surtout sur des zones de migration, on avait besoin en fait de cette zone-là avec des médiateurs qui travaillent sur ce lieu-là. C'est un gros projet, il y a plein de financeurs. C'est globalement un projet qui est porté par le gestionnaire du centre hospitalier de Cayenne et avec l'association d'EPAC brésilienne et ID Santé qui en assure la gestion administrative. Ça nous a pris beaucoup de temps à monter, ça a démarré il y a 2 ans et ça fonctionne beaucoup sur des financements européens. La question en fait au cours de ce projet, c'était de mettre à disposition en fait les soins et les antirétroviraux, notamment côté brésilien. Donc là, c'est vraiment du bottom-up, c'est d'accompagner la prise en charge des Brésiliens pour l'optimiser en fait avec le côté français. De travailler justement sur la stigmatisation, sur le dépistage avec des gens issus des communautés, on a fait des processus de formation qu'on a appelés les multiplicatores, c'est-à-dire qu'on forme des formateurs qui vont faire un projet eux et qui vont être accompagnés. Il ne s'agit pas de former des gens puis d'arrêter et puis que tout s'écroule, enfin, une dynamique dans le temps. Et puis la question, c'était d'avoir une vision commune du territoire, parce qu'en fait, c'est un peu le démarrage. Avec nos collègues, finalement, c'est quoi notre vision commune en santé sexuelle sur ce territoire-là? C'est quoi la question? C'est quoi l'épidémiologie et comment on avance en fait de part et d'autre pour améliorer la prise en charge, que ce soit en dépistage, en accès aux antirétroviraux, etc. Donc là, on y est presque, les gens sont formés, les antirétroviraux, on a trouvé la navette de 4x4, les examens biologiques pour qu'ils partent à Macapa. Parce que le but, c'est pas de remplacer, en fait, c'est d'accompagner leur prise en charge. Donc, on y est presque pour la disponibilité des antirétroviraux, puis il y a plein de choses qu'on a déjà fait. On fait déjà des staffs transfrontaliers, on fait déjà pas mal de choses. Donc voilà, en pratique, on fait déjà de la PrEP, on fait déjà du trot systématique, on aide aux droits sociaux, l'hébergement, l'accompagnateur médiateur. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on fait vraiment du transfrontalier, on a des staffs, et la personne qui a VIH ou hépatite, elle va être prise en charge pour l'instant côté français, parce que les antirétroviraux sont côté français, mais par contre, elle peut être prise en charge sur le plan psychiatrique de l'autre côté Oiapoque. On va essayer d'avoir une vision de territoire au sein de chaque parcours individualisé des patients. Alors la question autour de ça, c'est de développer une recherche-action. Je vais finir là-dessus. On a déposé en fait un contrat d'initiation recherche l'année dernière qui a été financé par la NRS et par le CNRS. L'objectif, c'était de co-construire avec nos collègues brésiliens un projet sur la question de la frontière, du VIH à la frontière. De co-construire de façon transdisciplinaire, parce que c'était pas assez compliqué, on a rajouté le transdisciplinaire. Et donc on a, avec ces financements, on a organisé 2 workshops à Cayenne et à Rio, avec des acteurs au Brésil sur chaque strate, c'est-à-dire à la fois sur la ville d'Oiapoque avec l'UNIFAP, à l'échelle de l'AMAPA, l'État, avec le LACEN, et à Rio avec la Fiocruz, qui est qui est un gros labo de recherche. Donc la question toujours, c'est questionner cette question de la frontière. Alors on a déposé là un projet qui est un peu multiniveau, qui à la fois propose en fait une caractérisation en épidémiologie quantitative à l'échelle macro-régionale sur ces états frontaliers, parce qu'on se rend compte qu'en fait au Brésil, ces états sur le VIH, c'est les mauvais indicateurs, l'épidémie n'est pas contrôlée.
et de comparer avec la Guyane, avec une approche donc anti-épidémio et une approche viro avec pareil, la dissémination spatio-temporelle des clades, de voir un petit peu comment ça se passe, les profils de résistance primaire. Le Brésil là est passé au dolutegravir en première intention, donc c'est des choses qui nous intéressent. On a eu des petites alertes là de résistance au doluté chez les naïfs, donc c'est des... Et puis une approche plutôt locale avec voilà, des questions plus quali, notamment finalement chez ces dépistés tardifs, c'est quoi ces occasions manquées? Où est-ce qu'on les a loupées? À quel moment on aurait pu les dépister? Et du coup, donc voilà, c'est vraiment un projet assez global, transdisciplinaire. On va voir si ça passe. Donc ça a été soumis à la NRS, donc c'est un projet dont la gouvernance est franco-brésilienne. Après, on va voir parce que c'est les élections au Brésil et il y a beaucoup de choses qui vont changer. Enfin, le Brésil, c'est très politique, donc les projets de recherche sont politiques. Donc on va voir. On va voir ce qui va se passer. En attendant, on a pas mal de choses dans le pipeline. On a fait une enquête CAP à la frontière. On a 700 participants. Là, on est en train de finaliser les analyses biostat. On a fait une enquête CAP LGBT sur l'homophobie aussi pour mieux caractériser, en sachant qu'on sait que la Guyane, les Antilles, c'est un point noir en termes d'homophobie. Voilà, on a besoin de données pour pour mieux travailler ces questions-là. Donc pas mal de choses. Là, avec des projets potentiellement avec Haïti aussi, qui veulent faire aussi analyser leur file active, les courbes de rétention. Enfin, il y a des projets de collaboration. Puis moi, je travaille beaucoup aussi sur le paludisme. Il y a pas mal de choses en route. Et puis à l'échelle française, donc là, dans les sociétés savantes, on essaye aussi de pousser. Donc on a créé des commissions santé migrants à la SFLS, à la SPIL, pour essayer de pousser aussi une dynamique de recherche en fait sur ces questions de migrants. On essaie aussi d'adapter les recommandations chez les migrants pour faire un package, dire bah non en fait chez les migrants il faut faire ça, ça et ça, c'est important en fait. Donc il faut des moyens aussi. Enfin c'est aussi ça les recommandations, c'est dire bah non en fait. Il faut faire les choses bien, ça veut dire ça. La question, en tout cas en métropole, comme en Guyane, c'est la question de la PrEP chez les migrants. Autant la PrEP marche quand même globalement, enfin, ça marche quoi. Chez les HSH, il y a toujours des choses à améliorer, mais chez les migrants, ça reste à développer. Et on en a pas mal parlé également. Et je vais finir là-dessus, sur la Guyane.